Ah, je suis content, il n'y a pas juste sa blonde qui applaudit. Éric, ça va bien? Ça va très bien. Éric, service incendie de Val-d'Or, ça veut dire combien de pompiers sur le terrain? 62 pompiers à temps partiel, dont 9 à temps plein. C'est beaucoup de monde. Effectivement, on répond à environ 400 appels par année. Et le type d'appel que vous allez voir aujourd'hui en désincarcération, on en a à peu près une dizaine par année. Une dizaine par année? Est-ce que ça va bien? Est-ce que les gens sont bons maintenant en 2015 avec tout ce qui s'appelle prévention à la maison? Est-ce qu'on est plus sécurisé chez nous grâce à vous ou encore il y a du travail à faire pour les avertisseurs de fumée, tout ça? Effectivement, on fait toujours des visites résidentielles à tous les jours dans certains quartiers résidentiels de Val-d'Or, mais on est toujours après la pile au niveau des détecteurs de fumée. Donc c'est très important, on répète encore le message ce soir. Et puis, pour le risque d'incendie, effectivement, il faut être prudent. Merci beaucoup, Éric. On va voir l'opération qui va se faire dans quelques instants. Vous avez vu que les outils ont été sortis du camion principal qui a les pinces de désincarcération. Et on va procéder comme si on arrivait sur les lieux d'un incendie ou d'un accident où il y aurait pu avoir un incendie à l'intérieur du véhicule. Il y a une victime, c'est tout ce qu'on sait. Alors, les pompiers, on vous laisse aller. En temps réel, vous allez voir une vraie opération avec les pinces de désincarcération. Je vous présente le lieutenant Mario Charret. Mario, bonjour. Bonjour Louis, Ça va bien? en pleine forme. Les gars font des opérations qu'on fait vraiment à chaque fois. On t'a vu approcher la victime. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe présentement parce qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent simultanément sur différentes choses. Au début, quand j'ai évalué la scène, le travail qu'on allait effectuer. La première priorité, c'est de s'assurer, auprès de la protection cervicale de notre client, s'assurer qu'il n'y ait pas de blessures supplémentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé au début? C'est une protection cervicale. J'ai un pompier qui va faire le premier répondant, qui va lui donner les premiers soins à l'intérieur du véhicule pour la stabilisation. Et par la suite, la deuxième opération que j'ai demandé, c'est couper l'alimentation électrique. Parce qu'il reste encore des risques d'incendie, il reste aussi des risques potentiels sur tout ce qui est l'alimentation électrique du véhicule. Par la suite, j'ai demandé une stabilisation sur 4 points forts du véhicule qu'on va servir pour la stabilisation, pour travailler de façon sécuritaire sur le véhicule. Et présentement, on va s'apprêter en quelques minutes à dégonfler les pneus pour l'abaisser pour être sûr qu'il ne bougera pas. L'important pour la voiture de ne pas bouger, c'est pour la sécurité de la victime et pour pas, j'imagine, aggraver ses blessures. Affirmatif, parce que la personne va recevoir 100 fois les effets du mouvement du véhicule à l'intérieur et ça risque de le laisser encore plus. Par la suite, j'ai un pompier qui va être à l'intérieur, qui va commencer à dégarnir certaines parties du véhicule à l'opposé de l'ouverture qu'on va faire au principal pour s'assurer qu'il n'y a pas de dispositif supplémentaire de cylindre ou de dispositif de gonflage qui n'a pas été sorti. Pendant qu'on fait l'opération, normalement, les pompiers qui sont autour, celui qui crève les pneus, celui qui crève les pneus dit « on crève un pneu » pour aviser les autres. Et là, vous allez voir, pendant qu'il y a des gens qui travaillent à stabiliser la voiture, les autres préparent les outils tranquillement, ce qu'on appelle nos pinces de désincarcération. Lorsque la voiture va être stabilisée, il y a toujours un pompier qui est à l'intérieur pour sécuriser la victime, la calmer, lui parler et lui dire les étapes une à une que les pompiers vont faire. Ce serait quoi la stratégie, lieutenant Charret? Présentement, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de commencer à travailler les outils, on va mettre des rubans sur les fenêtres pour faire enlever toutes les fenêtres, pensant vu que le véhicule était sous tension, que le verre éclate. On va protéger également notre victime avec un drap, pensant qu'il y ait des éclaboussures de verre sur elle. Par la suite, on va se préparer à faire l'ouverture d'une portière. Parfait. Je vais vous laisser aller travailler. Chef Hébert, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est grand à couvrir. Jusqu'où l'équipe de Val-d'Or se déplace lorsqu'il y a des accidents d'auto?
En fait, ici, le service d'incendie de Val-d'Or couvre 4000 km². Donc, c'est l'équivalent de l'île de Montréal. Donc, on couvre jusqu'au lac Kamatos, dans le parc de Vérandrie. Toutes les routes 111, 397, la route 117, pardon. Une partie de la route 113 aux intersections entre nous et Sainte-Père dans la MRC. Donc, c'est un immense territoire. Quand on parle aux autres services d'incendie et qu'on mentionne le nombre de kilomètres carrés qu'on a, ils sont vraiment surpris. Et on a deux, l'équipement que vous voyez au sol présentement, on en a deux complets. Donc, il y en a toujours un qui est à l'intervention et l'autre qui est prêt pour une deuxième intervention là, dans un autre secteur donné. Et puis, si pour un type d'incendie, pas d'incendie, mais d'accident qui serait majeur ou plus gros, on pourrait envoyer les deux sets d'outils au complet là, pour l'intervention. Les pinces de désincarcération ne servent pas seulement pour les véhicules, ça peut servir pour de la machinerie de mine, ça peut servir pour d'autres occasions. Effectivement, des accidents industriels, ça peut arriver. Donc, on a les outils hydrauliques pour un espace clos, également, ça pourrait arriver. Les outils, on a des outils pneumatiques également, des coups de lavage à basse et haute pression qui peuvent être utilisés là, dans tout incident, que ce soit de la machinerie forestière, que ce soit agricole, que ce soit routier, industriel. On est prêt. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est silencieux. Et c'est comme ça sur toutes les scènes d'accident. Le lieutenant Charret, avec qui on a parlé tantôt, le casque rouge, donne ses ordres d'un homme à un homme. Sur un incendie normal, on a tous des radios, donc on se parle par radio. Là, pour pas, justement, effrayer les victimes, parce que souvent, il n'y a pas juste un véhicule, il y a des victimes qui peuvent être dans une ambulance en train de se faire soigner. Tout se passe calmement, pratiquement au ralenti. Et la victime qui est à l'intérieur, on la renseigne minute par minute sur ce qu'on fait pour la rassurer. Alors, on va briser les fenêtres. Et vous allez voir, ça se fait avec un outil spécial. Donc, en désincarcération, on a un proverbe ou une phrase qu'on retient toujours, action, réaction. Donc, chaque chose qui va être faite sur le véhicule, il faut penser que le véhicule est accidenté. Donc, chaque manœuvre que les pompiers vont faire, c'est une action, donc il va y avoir une réaction. Donc, comme officier ou comme poste de commandement, il faut s'assurer que la réaction qui va être suivie de l'action soit correcte pour la victime à l'intérieur des dommages. L'opération Eric a débuté à peu près 7-8 minutes. Normalement, une désincarcération qui va bien peut prendre jusqu'à combien de temps? En fait, le temps limite qu'on a, c'est chacun des corps de métier. Donc, on parle d'une heure de 60 minutes pour le Golden Hour. Donc, 20 minutes qui sert pour les policiers ainsi que l'appel. Donc, à partir du 911 jusqu'à l'arrivée des premiers intervenants, que ce soit les premiers répondants, pompiers ou ambulanciers ou policiers. Par la suite, on a 20 minutes au service d'incendie pour effectuer la tâche. Et tout ça là, dans le brouhaha de l'intervention et de la circulation. Et par la suite, le dernier 20 minutes est pour le transport dans un centre hospitalier. Donc ça, c'est le Golden Hour, c'est vraiment l'heure critique pour toute personne qui souffrirait d'hémorragie interne et qui pourrait être sauvée au centre hospitalier ici à Val-d'Or ou à un autre centre hospitalier dans la région. Donc, si on dépasse ces temps-là, c'est sûr que la victime a moins de chances de s'en sortir ou risque plus d'avoir des séquelles suite à l'accident. Là, ça va bien parce que le véhicule est debout. Il n'est pas écrasé, ça arrive souvent qu'il est à l'envers, il est dans un fossé, il est écrasé, on est obligé de sortir les victimes par l'arrière ou par le toit. Là, pour le bien de la démonstration, on va faire la porte du conducteur, on va l'arracher pour sortir la victime. Et la victime est dans un état stable et non pas instable. Effectivement, quand la victime est instable, vous comprendrez que ça se fait plus rapidement.
Et il y a quelques règles de l'art, toujours dans les règles de l'art naturellement, mais on a des moyens plus rapides. Je donne un exemple, si le feu serait pris à l'intérieur du véhicule, même si la personne a un problème de colonne vertébrale, malheureusement, la personne s'est salie en premier. Donc, on va extirper la personne du véhicule pour ensuite éteindre l'incendie, mais la personne risque d'avoir une lésion à la colonne, mais au moins elle est vivante. Donc, c'est un processus qu'on a à faire de priorité en arrivant sur les lieux en tant qu'officier. On vient de nous aviser qu'on va procéder à l'ouverture de la portière. Donc, on va faire de l'espace pour voir les montants, voir les pentures de la portière pour y avoir accès, pour les découper, et puis par la suite pouvoir sortir la portière sécuritairement. Là, ici, ce soir, on n'a pas les policiers. Les policiers, en fait, ils seraient en train de nous sécuriser, nous, la scène. Donc, les policiers, ils seraient à chaque intersection pour sécuriser les pompiers. Les ambulanciers seraient sur les lieux et c'est eux qui sont responsables du patient. Donc, c'est eux qui vont nous déterminer si le patient est stable ou instable. Puis, suite à ça, c'est avec eux qu'on va préparer l'intervention, c'est-à-dire de dire, est-ce que vous voulez le sortir par telle porte? Et là, suite à la décision qu'on va avoir prise, l'ambulancier, avec les blessures possibles de la personne, on va être en commun accord là, pour intervenir ensemble. Donc, c'est un travail d'équipe, autant avec la police, les pompiers et les ambulanciers, et tout le monde travaille ensemble. Si tout le monde fait son travail exactement comme on devrait le faire, c'est là que, comme je vous dis, que le Golden Hour, les 60 minutes, on a des chances de le réaliser. Éric, on va décrire un peu les capacités de ces outils-là parce que ça a l'air facile, mais un, c'est très pesant et deux, c'est très fort, donc les manœuvres doivent se faire très sécuritairement. On parle des outils présentement que le pompier face à vous est en train de travailler, donc on appelle un couteau. Le couteau en plein centre des lames a 80 mm de force hydraulique pour couper le métal, donc ça coupe pratiquement tout. Et donc c'est un outil hydraulique. Et présentement, les nouveautés aujourd'hui, on en a qui sont électriques. Donc, ça évolue beaucoup dans notre métier. Mais l'hydraulique présentement est toujours répandu dans le service d'utilité. On vient que, comme on peut voir, c'est pas une course. On prend vraiment notre temps. La victime est stable, donc on n'a pas de danger pour sa vie pour l'instant. Elle a peut-être des cassures, proches peut-être. Donc, c'est pas encore pour l'instant. On va vérifier ça avec les ambulanciers. Mais on voit que ça prend notre temps parce qu'une fausse manœuvre, ça peut arriver assez rapidement. Effectivement, ça peut être néfaste pour la victime et ainsi que pour les pompiers. Donc, comme je disais tantôt, action, réaction. Donc, à chaque action qu'on va poser sur le véhicule, il faut penser à la réaction que ça va faire. Comme là, présentement, vous voyez qu'on s'affaire à enlever la porte. Donc, c'est sûr que par la suite, l'habitacle est diminué suite à l'enlèvement de la porte. Donc, il faut penser à tous ces points-là par la suite. Là, présentement, on est dans des conditions idéales, mais si le véhicule serait sur le toit, donc tout le poids du véhicule serait soutenu par le toit. Donc, il faut penser à ça lorsqu'on enlève une porte, ça peut être une condition de pour envenimer notre situation.
L'opération de la portière est maintenant complétée. Est-ce qu'on doit enlever, ici, lieutenant Charest, est-ce qu'on doit enlever d'autres parties du véhicule afin de sortir la victime? Parfois, les paramédics vont nous demander pour des questions de sécurité et de santé de la personne qu'on doit enlever complètement le pilote. Là, présentement, vous avez besoin de simulation ce soir. On a passé d'espace pour la sortie via la portière. Nous allons procéder à l'ouverture. Alors, vous êtes chanceux, les amis, vous allez voir, on devait faire seulement la portière, mais finalement, on va enlever le toit. Donc, c'est encore plus spectaculaire. Chef Hébert, ce qui est compliqué dans un véhicule, peu importe la marque, quand on dit c'est le fun, il y a des gadgets, il y a toutes sortes de choses très intéressantes. Il faut faire attention à ce qui s'appelle les coussins gonflables et autres procédés. Effectivement, il y a différents types de coussins gonflables dans les véhicules. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a eu l'apparition des coussins gonflables frontales. Aujourd'hui, différents types de modèles, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de coussins gonflables à l'intérieur d'un véhicule, soit latéral, frontal. Donc, à partir de ce moment-là, nous, les pompiers, à chaque fois qu'on coupe ou on cisaille un poteau dans un véhicule, on a un risque d'explosion. Okay? Et ça peut être néfaste quand je dis explosion du coussin gonflable. Donc, ça nous nuit, donc il faut dégarnir toutes les parties intérieures du véhicule pour s'assurer qu'on a ça. On a aussi des véhicules hybrides, de plus en plus qui font les entrées sur le marché. Actuellement, nous, les officiers, comme officier commandant sur une intervention comme ça, je suis capable, avec un iPad, d'aller chercher le type de véhicule que nous avons présentement, d'aller le chercher dans un logiciel que nous avons, va me décrire tous les dangers de l'électricité à bord du véhicule, les coussins gonflables, etc., les types de métaux utilisés sur ce véhicule-là. Et après ça, on fait en sorte de donner cette information-là à nos pompiers sur les lieux pour justement être capable de les incarcérer en toute sécurité la victime ainsi que nos pompiers. Donc, comme vous le savez, ça évolue beaucoup. Donc, oui, c'est beau des véhicules électriques, des véhicules hybrides. Il y a quelques années, on avait des véhicules qui étaient faits en polymère. Les véhicules en polymère étaient vraiment difficiles pour nous parce que le polymère déchirait, il cassait sous l'effet de nos pinces. Donc, il fallait y aller avec une cisaille, comme vous voyez, comme parler. Donc, c'était pas évident. Aujourd'hui, c'est d'autres types de métaux. Toujours plus performant pour la sécurité des gens à l'intérieur. Mais il y a quand même, au niveau de sécurité des pompiers, il faut vraiment s'assurer que tout est correct, autant pour la victime que pour les pompiers. C'est important dans la vie d'un pompier. Oui, il y a des cours à suivre pour devenir pompier. Ça prend plusieurs années. Mais à chaque année, à chaque mois, chaque équipe a du temps de pratique, que ce soit pour les pinces ou les autres fonctions d'un pompier. Effectivement, on parle de 62 pompiers, donc ça représente 6 équipes. Donc actuellement, cette semaine, on a 3 équipes de garde et 3 équipes en congé. La semaine prochaine, on alterne, donc 3 équipes de garde, 3 équipes en congé. Et à chaque mois, en fait, par année, on a 35 heures de pratique à effectuer avec les pompiers. Donc, c'est un programme de pratique sur 2 ans. Donc, quand vous nous voyez sur la rue ou à notre nouveau parc d'entraînement sur le chemin Sullivan où on peut s'atterrir à se pratiquer, ben, c'est des heures qu'on fait justement pour pratiquer chacun des sections de notre formation de pompiers. Vous savez, une formation de pompier, ça prend entre 400 et 500 heures pour former un pompier. Bien, sur le programme de 2 ans qu'on fait en pratique, le pompier qui était présent à chacune des pratiques va avoir refait en fait toute cette formation-là de 400 quelques heures. Là. En fait, il va pratiquer chacun des items, chacun des sujets qu'on intervient sur les informations. Donc, pour la municipalité de la Vallée de Nord, chaque pompier est vraiment formé au bout du jour. C'est des nouveautés avec les pinces et les incarcérations qui arrivent. Par exemple, les iPads, mais d'autres voitures, d'autres techniques. À chaque année, les pompiers peuvent voir ces techniques-là. Effectivement, on est à jour à tous les ans. On reçoit des communications, soit via le ministère de la Sécurité publique, puis on réagit face à ça. Des fois, ça peut être des outils qui vont nous être recommandés. Des nouveautés, autant dans les techniques d'intervention incendie. Et puis, on va travailler comme ça pour évoluer et toujours être le plus performant possible, autant sur un incendie comme sur un accident automobile, comme on le voit présentement.
Alors, vous voyez que pour enlever un toit, ça prend quand même plusieurs minutes. Éric, on va en profiter pour parler des types d'appels qu'on reçoit ici, à Val-d'Or et dans la vallée de l'Or. Parce qu'un pompier, c'est pas seulement des pinces de désincarcération comme on voit là, et des incendies. Il y a d'autres types d'appels aussi. Effectivement, on effectue beaucoup de vérifications au sein de nos 400 appels par année. On fait aussi des inondations dans des résidences ou des commerces. On va faire de la désincarcération. On protège tout au niveau aéroportuaire. On a l'équipement aussi pour les écrasements d'avions, les incidents avec les aéronefs. On a les incendies, bien entendu. On va faire aussi, on a une équipe technique qui peut intervenir en sauvetage en hauteur, en sauvetage en espace clos. On a aussi tout ce qui est le volet sauvetage natif, autant sur la glace que sur l'eau. Donc on est équipé, là-bas on a notre bateau là, qui est exposé. En hiver, on est aussi équipé là, pour faire face à des incidents au niveau natif. Donc, comme vous voyez, on est pas mal polyvalent dans tout. On dépasse beaucoup le rayon de l'incendie. Donc, effectivement, là, sur notre 4000 km², on a bien des choses à faire. Donc, on vient de voir là, une réaction. Donc, vous avez vu, il a fini de couper le montant B, ce qu'on appelle le montant au centre, et il y a eu un choc, un stress qui s'est fait sur le véhicule. Dites-vous que la victime l'a senti 100 fois, ce coup-là. Donc, si le véhicule est mal stabilisé, bien, c'est sûr que la victime va souffrir énormément. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'assurer un confort à la victime pour ensuite la sortir du véhicule. Ce qui explique pourquoi il n'y a jamais de coups sur les véhicules. Donc, vous ne verrez jamais un pompier qui est embarqué debout ou qui donne des coups de pied pour arracher un morceau. Parce que, comme on dit, la réaction se fait sentir encore plus à l'intérieur. Effectivement, comme vous voyez à la TV, dans les films, les pompiers qui donnent des coups de masse ou des coups de hache ou des coups de barre sur un véhicule, on ne fait vraiment pas ça pour assurer une sécurité à la victime à l'intérieur du véhicule. À moins que la vie soit en danger, le véhicule soit en feu, donc on n'a pas le choix, on brise des vitres le plus rapidement possible. Effectivement. Là, présentement, on a une victime. Souvent, dans les interventions qu'on a à faire, on a plus qu'une victime à secourir. Malheureusement aussi, on a des enfants qui peuvent être pris dans des situations comme ça. Donc, ça touche vraiment tous les pompiers. Puis, moi, si je peux passer un message aujourd'hui aux gens qui sont là,
attachez vos enfants et assurez-vous qu'ils soient bien dans un vrai banc pour auto pour eux, à leur grandeur, et c'est vraiment important. De plus en plus, on voit des enfants à l'avant, carrément à l'avant, à la place de l'adulte, sur le côté passager. C'est pas des accidents qui sont très, très beaux à voir. Donc, vous avez de la peine parce que vous avez perdu votre enfant. Mais nous, on reste marqué à vie aussi par des situations comme ça qui auraient pu être évitées. Donc, si je peux faire un message de prévention aujourd'hui, attachez vos enfants dans les véhicules, c'est une habitude de vie, puis qu'ils soient attachés convenablement dans le banc, selon les âges et les poids pour les enfants. Si vous avez besoin de renseignements pour ça, la Sûreté du Québec sont chargés de vous informer de ça. Donc, vous pouvez vous présenter au poste de police ici de la MRC, comme sur la rue de l'Escale. Ils vont tous vous donner les renseignements pour l'installation et les poids et l'âge des gens, des enfants, c'est-à-dire pour les bancs de poids. Oui, parce que souvent, on peut penser qu'ils sont plus vieux, donc oui, ils peuvent s'asseoir, mais s'ils n'ont pas le poids requis ou la grandeur, probablement. Pour le système, j'imagine, lorsque le coussin gonflable sort. Un coussin gonflable, je pose une question. À combien vous pensez qu'un coussin gonflable sort en km/h? Donc, il sort à 320 km/h. 320 km/h, donc vous n'avez même pas le temps de le voir. Et puis, s'il y a un enfant qui est dans sa projection-là, ben c'est terminé. Cette fraction de seconde-là était trop. Merci, Eric. Et on voit qu'on a coupé les montants. Il reste ceux du côté du conducteur à l'arrière. Et dans quelques minutes, on va être capable de procéder à l'extraction du doigt. Et ça va se faire minutieusement, bien sûr, pour la sécurité de la victime et des gens qui sont là aussi à l'intérieur. On l'a dit, chef Hébert, dans les minutes tantôt, on a des conditions idéales. La voiture est là, elle est stable, il fait beau. On est en été, la victime se porte bien. Mais c'est pas toujours comme ça. Alors, effectivement, souvent quand on est appelé, c'est quand il neige, quand il fait froid, quand c'est glacé. Donc imaginez la même situation que vous avez là présentement, avec une température de moins 30, sur la 117, avec un vent de 30 km/h, la poudrerie. Donc c'est vraiment pas évident. Les victimes, écoute, on essaye de la mettre dans un confort le plus possible, mais c'est pas évident ni pour la victime ni pour les pompiers. Donc on travaille toujours, comme là ça peut paraître long pour vous, mais on le fait le plus rapidement possible là, pour que la victime, comme je disais tantôt, dans l'heure critique, soit envoyée à l'hôpital le plus rapidement possible. Malgré les verres rudes qu'on a connus, on a quand même été chanceux au service incendie de Val-d'Or. On n'a pas trouvé à servir des pinces des incarcérations cet hiver. Ouais, heureusement, on a sorti environ 3 fois là, de janvier à venir jusqu'à aujourd'hui. Donc, le début de l'été, par contre, ça fait déjà 2 fois qu'on est sorti. Donc, encore un message de prévention. Je sais que les graduations arrivent en fin d'année. On a eu l'activité à la polyvalente avec les élèves de secondaire 5. Les textos au volant. Donc, on a fait une prévention au niveau de ça, au niveau du service d'incendie avec les paramédics, les ambulances Val-d'Or, avec la SQ. Donc, on fait un beau message à nos étudiants qui sont nos prochains chauffeurs de demain. Puis, je pense que c'est une bonne leçon de vie qu'on leur fait vivre. L'intervention en tant que telle, c'est un jeune en scooter qui s'est fait taper par une personne qui est en état d'ébriété. Donc, l'exercice en vaut le coup pour les étudiants qui ne sont pas au courant lorsqu'ils sont présentés à ça. C'est une surprise pour eux. Et les victimes et les gens qui sont les comédiens dans cette situation-là, c'est des élèves de chez eux. Donc, des amis qui n'ont pas parlé, qui ont été recrutés par les professeurs pour effectuer là, ce scénario-là. Donc, c'est vraiment un exercice là, qui est positif pour nos jeunes. Et je redis encore le texto au volant, la boisson au volant. Il ne faut pas faire ça, c'est des choses comme ça qui arrivent. Et par la suite, ben c'est ça, c'est des morts, c'est des gens qui sont blessés à vie.
Les pompiers se préparent maintenant à enlever le toit dans les prochaines minutes. On expliquait à les victimes à l'intérieur ce qu'on va faire. Alors, tout le monde est avisé que dans les prochaines secondes, chaque pompier tient un montant du toit pour qu'il soit enlevé le plus sécuritairement possible. Alors, ça fait pas tout à fait 30 minutes que l'opération est commencée, ce qui est normal, c'est un temps normal pour le service incendie. En temps normal, qu'est-ce que vous voyez là, on a déjà 3 manœuvres d'effectuer. Dans un accident, habituellement, on a 1 à 2 manœuvres maximum à faire. Lorsqu'on a du poids lourd ou on a des plus gros accidents, ça peut aller jusqu'à 3, même à 4 manœuvres. Mais là, présentement, vous avez une combinaison de 3 manœuvres. Donc, habituellement, à l'heure où on se parle, la victime, avec la situation qu'on a présentement, la victime serait déjà sortie. On aurait enlevé la porte et on aurait sorti la victime. Là, pour le but de la démonstration ici ce soir, on va vous démontrer l'objectif de nos outils, la force de nos outils, la capacité en fait, et de vous démontrer là, tout ce qu'on peut faire dans certaines méthodes. Mais dans la vraie vie, sur des incidents, des accidents, comme vous le voyez présentement, on va faire habituellement une manœuvre et la victime va être sortie. Donc, on procède à la levée du toit. Aussi facile que ça peut être, on a coupé au travers des coussins gonflables. On a coupé des ceintures avant d'enlever. Donc, le tout s'est fait parfaitement là, par nos pompiers. Donc, on va être en mesure par la suite de sortir la victime du véhicule. Vous le voyez, pour sécuriser, pour les montants, parce que c'est très coupant, on met des bouts de tuyaux qui ont été coupés pour sortir la victime du véhicule. Bien sûr, les ambulanciers ne sont pas avec nous. Les paramédics, normalement, seraient arrivés avec la civière qui serait déjà préparée. Eux prennent le relais par la suite et nous, on est là en assistance. Donc, l'intervention, on va l'arrêter là. Comme Louis vient de le dire, ça serait les paramédics qui sortiraient les victimes. Donc, on va enlever laisser juste les pompiers ramasser le tout. On va vous laisser venir visiter les camions. On a aussi des équipements des travaux publics. Donc, on a un balai, les camions balais, on a une gratte. Une gratte. Je ne sais pas comment la dire en français. Un grédeur. Tout le monde va comprendre. Et puis, on a un 10 roues, incluant toute notre machinerie, une niveleuse. Je viens de trouver le terme, une niveleuse. Et puis, vous allez pouvoir tourner alentour du véhicule. Donc, on va le sécuriser pour que vous puissiez vous approcher plus près du véhicule. Et il y a une bonne main d'applaudissement à notre équipe. Merci beaucoup, chef Hébert. Merci à toute l'équipe. Alors, visitez les camions, les pompiers. On reste ici pour la visite. Et la prochaine fois que vous verrez cette manifestation-là, ce sera dans notre nouvelle caserne 9. Vous venez voir les